Bonjour, donc nouvelle vidéo, nouveau volet sur les sciences de la systémique et la manière dont cet outil scientifique nous permet d'accéder à de nombreuses vérités, notamment celle de l'unité de toute chose, la perfection de toute chose, les faux hasards, l'essence parfaite de chacun de nous. Voilà, donc c'est au travers des sciences, pas que de la systémique, mais bon, j'en parle parce que c'est ma spécialité. Au travers des sciences, nous pouvons accéder à tout ce champ de l'invisible, à ce champ de l'infini, quoi. Au travers de cette petite parcelle de densité dans laquelle nous baignons, auquel nous pouvons accéder grâce aux sciences. Donc, dans les dernières vidéos, j'avais mis en avant comment le symptôme révèle la non-dualité. La non-dualité de toute chose, à savoir que le bien et le mal n'existent pas, que le mal est au service du bien, donc il n'y a pas de différence, tout est unifié. Et la systémique, dans le détail des interactions concrètes du sujet avec ses systèmes d'appartenance, la systémique met en avant cette belle réalité. Cette belle réalité où le mal n'existe pas, quoi. Donc c'est par rapport à la dernière vidéo, je voulais compléter parce qu'à un moment donné, j'expliquais comme quoi le symptôme impose les nouveaux repères, le nouveau cadre et les nouveaux repères nécessaires pour avancer, et que au fil de l'exposition à ce nouveau cadre, à cette familiarisation à ce nouveau cadre, le consultant mettait en place de lui-même par sa propre volonté ces nouveaux repères sans qu'il ait besoin désormais du symptôme. J'ai obligé de vous expliquer que c'est en fait grâce à l'expérimentation du nouveau cadre que pour le consultant c'est très facile d'abandonner ses anciens schémas passés, ses anciens schémas dysfonctionnels. Parce que le nouveau cadre va permettre, à force d'expérimentation, va permettre au consultant de réaliser que ce nouveau cadre détient vraiment les clés du bien-être. L'exemple que je vous avais proposé, c'était le monsieur qui avait une sciatique. Grâce au nouveau cadre imposé par le symptôme, à savoir un nouveau rythme modéré, bien sûr, dans un premier temps, il y avait recrudescence des symptômes parce qu'il résistait au changement, mais à long terme, cet homme a pu prendre conscience que cette expérimentation imposée lui livrait les repères clés pour être heureux. Dans un rythme modéré, il a pris conscience de petits bonheurs qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant parce qu'il n'avait jamais lâché prise suffisamment. Il a pris conscience comment certaines pauses, le fait de faire de la moto, le fait d'aller chercher ses enfants, le fait de partager plus de temps avec sa femme, étaient des bien-être dont il n'avait jamais eu conscience auparavant puisqu'il n'avait jamais expérimenté. Donc vous voyez comment le symptôme, s'il impose le bon cadre, le sujet va vivre à quel point c'est la solution. Il va pas la percevoir cognitivement, il va la vivre. Il va pas avoir besoin de comprendre, il va vivre la solution. Et donc, de lui-même, il va de lui-même, au fil du temps, continuer à installer ces nouvelles données du nouveau cadre par lui-même, sans que le symptôme ait à lui imposer. C'est très intéressant de voir comment le symptôme s'estompe, plus la personne met en place ce nouveau cadre d'elle-même. C'est vraiment d'une logique, c'est très intéressant. C'est toujours comme ça que ça se pose d'ailleurs. Très intéressant. Donc, ce que je voulais aussi, là où je voulais revenir sur un point particulier, c'est les symptômes des addictions. Parce que ça mérite beaucoup notre attention, sachant que je crois qu'on a encore un gros travail à faire dans le travail d'équipe interdisciplinaire entre médecins, psychologues, psychothérapeutes, parce que souvent il y a un décalage entre ce qui va être proposé à un niveau médical et la façon dont on va accompagner les consultants dans leur introspection de ce qu'ils vivent. À un niveau médical, les addictologues sont souvent encore dans une prise en charge assez technique où on va proposer un sevrage avec des repères bien précis, avec un traitement précis. Mais ce qui manque fortement à l'heure actuelle, c'est une prise en compte
vraiment du contexte psychologique, du contexte historique dans lequel le consultant baigne. Parce qu'il faut rappeler, encore une fois, comme on l'a vu, que le symptôme est la clé. Le symptôme révèle la problématique que le sujet a travaillé. Le symptôme donne le cadre pour travailler la problématique. Donc, ça amène à se questionner lorsqu'on on veut trop rapidement enrayer le symptôme. Les addictologues, dans un souci très bienveillant et très veulent que leurs consultants souffrent le moins et qu'ils se sortent le plus rapidement possible de leurs symptômes, de leur addiction, ce qui se comprend. Mais le paradoxe, c'est que pour que le consultant puisse sortir de cette problématique le plus rapidement, il faut prendre le temps de laisser s'exprimer le symptôme, l'addiction, pour voir ce qu'elle révèle de la problématique du consultant. Je vais vous proposer un exemple. Une dame que je suivais pour une problématique d'alcool depuis un an donc en fait c'était une dame qui depuis l'enfance était sur un registre de fonctionnement dans la perfection. Elle avait une éducation qui l'avait beaucoup conditionnée à ça, toujours dans le désir de séduire, de plaire, de faire plaisir, dans cette idée qu'elle ne pouvait pas être imparfaite, que le manque n'était pas possible. Donc, au fil de son chemin, à 40 ans, elle était dans une situation saturée, où l'alcool est venu dénoncer cette problématique, où elle ne percevait pas cette consultante, qu'elle se demandait des choses non naturelles. Sa famille poursuivait un peu cette même dynamique, donc elle n'avait pas ces repères près d'elle qui lui permettaient de se rendre compte. Son mari aussi, son mari était vraiment dans un registre contrôlant, hein, il n'y a pas de hasard, ils s'étaient rencontrés sur une même problématique, quoi. Et donc elle n'avait pas ces repères qui lui permettaient vraiment de comprendre que ce qu'elle s'imposait comme repère n'était pas naturel. Donc lorsqu'elle a vu vraiment cette problématique se développer en elle, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à s'arrêter de boire. Elle ne comprenait pas. Et dans sa dynamique d'exigence, elle se culpabilisait encore plus de cette problématique. Donc ça alimentait vraiment la problématique de contrôle. Hein. Donc il y a eu tout un temps où on a travaillé cette logique à prendre le temps de comprendre ce que le symptôme voulait dire. Très vite, elle s'est rendue compte que son symptôme lui permettait d'accéder à ce qui lui manquait dans sa vie. Elle avait vécu plusieurs hospitalisations. Ces hospitalisations l'avaient obligée à lâcher prise, l'avaient obligée à sortir de ce contrôle où elle voyait son mari s'occuper des tâches ménagères pendant qu'elle n'était pas là. Elle était loin de ses 2 enfants. Elle devait apprendre à déléguer, ce qui était très douloureux pour elle. Mais dans ce temps d'hospitalisation, elle avait dû apprendre à s'occuper d'elle, à se centrer sur elle, à se détendre, à prendre du repos. Elle commençait à expérimenter que dans ces temps à elle, personnels, où elle n'était pas dans le contrôle de tout ce qui l'entourait, elle découvrait des moments de bonheur, de détente. Et elle commençait à comprendre que ces temps-là étaient nécessaires, pour réaliser que la perfection n'existait pas et que c'était ça qui lui faisait souffrance. Voilà, donc, ce qui s'est joué, donc, c'est quand elle est revenue de ses hospitalisations. Bon, le quotidien revenant, dans les résistances continuent d'opérer, elle avait tendance, quand son mari lui disait « Allez, fais de la gym, fais ceci, lève-toi tôt, ceci », elle avait tendance à reprendre ses anciens schémas, de se dire « Ah oui, c'est pas bien, il faut que je revienne dans des fonctionnements contrôlants. Puisque mon mari il fonctionne comme ça, c'est qu'il doit avoir raison aussi. » Donc, quand elle-même résistait moins, son mari aussi résistait, donc il y avait tellement de champs de résistance qu'elle revenait dans ses anciens schémas. Elle se rendait compte qu'en revenant dans ses anciens schémas, elle continuait de boire. Au contraire, ça alimentait la problématique. Et donc, on a travaillé l'idée de regarder autrement le verre d'alcool. Quand elle revenait le soir de son travail, moi je lui demandais de ne pas regarder de façon péjorative ce verre d'alcool, en se culpabilisant. Je lui demandais d'interroger ce verre d'alcool en lui disant « Allez-y, c'est votre
beurre d'alcool, c'est un ami, c'est un baromètre. Demandez-lui si vous avez besoin de beaucoup le boire ou pas. Quand elle avait besoin de beaucoup le boire, ce verre d'alcool, ce symptôme était en train de lui dire qu'elle ne pensait pas assez à elle dans la journée, qu'elle ne lâchait pas prise assez dans la journée. Quand elle avait peu envie de le boire, c'est qu'elle avait fait ce travail d'alignement sur elle de façon satisfaisante. Donc, je lui apprenais à regarder comment ce symptôme était la solution, était la clé pour sortir de sa véritable problématique qui n'était pas l'addiction elle-même, ce n'était qu'un symptôme. La véritable problématique était bien plus profonde. Donc, tout doucement, elle apprenait justement à voir comment son symptôme, simplement essayer de lui faire comprendre ce qui lui faisait souffrance et qui n'était pas là pour la détruire, quoi. Un repas familial, ce qui était très intéressant, une situation qu'elle n'avait jamais rencontrée, elle a invité sa famille et elle avait bu juste avant. C'était la première fois qu'elle recevait sa famille en état d'ébriété. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le symptôme l'a aidée à être elle-même. C'est-à-dire qu'elle expliquait qu'elle n'avait pas été dans les échanges avec sa famille à se forcer à parler de sujets dont elle n'avait pas envie de parler, qu'elle n'avait pas affiché son faux self, que le symptôme, l'état d'ébriété, l'avait maintenue absente psychiquement pour rester dans son univers à elle et à ne pas se forcer à revêtir un masque qu'elle n'avait pas envie de revêtir. Au travers de ces repas familiales, il y a eu un deuxième événement très intéressant, c'est que elle s'est retrouvée dans la cuisine à embrasser son papa, à lui faire un câlin, ce qui ne s'est jamais arrivé dans leur relation. Ils étaient tellement pris dans des registres de perfection qu'ils n'avaient jamais osé se poser sur leur vécu émotionnel et oser être plus authentiques l'un avec l'autre. Et elle s'était rendue compte qu'en allant près de son papa, en lui témoignant beaucoup d'affection, il ne l'avait pas rejeté. Il avait été assez pudique parce que peu habitué à ce genre de démonstration, mais elle s'était vraiment rendue compte que le bonheur résidait dans une authenticité de partage, quoi. Et bon, au-delà, comme elle m'a expliqué, au-delà de cet événement, elle aurait pu vraiment, sur le moment, réaliser à quel point ce symptôme l'avait aidée. Simplement, le discours moraliste du conjoint le soir même l'avait ramenée dans une culpabilité qui avait alimenté l'addiction. L'addiction ne s'alimente pas d'elle-même. C'est la culpabilité qui alimente l'addiction. Et plus elle comprenait à quel point c'était la culpabilité qui alimentait l'addiction, plus elle apprenait à regarder son symptôme comme un ami qui lui aidait à comprendre ce qui lui manquait dans sa vie. Ça, c'est très important parce que ce qu'on demande dans nos prises en charge médicales, c'est un avancement linéaire, c'est pas possible. Quand il y a avancement, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Encore au départ, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ou 3 pas en arrière, 2 pas en avant. Mais c'est pas linéaire. Et dans ces prises en charge avec un sevrage technique, médicalisé, on n'y est pas. On respecte pas le processus naturel d'avancement. Donc, il ne peut se faire. C'est comme cela que dans ces prises en charge qui sont encore très fréquentes, hein, le consultant bien sage, ça va pouvoir arrêter quelques mois, 1 an, 2 ans, mais il va rechuter systématiquement. Si on supprime le symptôme qui révèle la problématique pour qu'on la travaille, bien sûr qu'il va revenir. Si le consultant se sèvre, c'est parce qu'il se sent sûr, ce qui se réprime pendant 1 mois, 1 an. En fait, il ne se respecte pas quand il fait ça. Donc, ça ne peut pas durer. Le symptôme, il faut accepter qu'il doit être là suffisamment longtemps pour que le consultant prenne conscience de ce qu'il a révélé comme solution. C'est très important ça. Pour anecdote, je me souviens d'un consultant qui est venu au centre et qui était lui-même addictologue, qui venait pour cette problématique. Au travers de la première hospitalisation, il n'avait jamais parlé de lui. Il était plus soucieux de s'occuper des consultants qui étaient au centre. Et c'est au fil des hospitalisations, parce que ce monsieur avait fait des rechutes de nombreuses fois dans sa vie. Parce que la problématique n'avait jamais été traitée. La problématique, c'est qu'il avait eu 3 femmes, il avait eu 3 filles,
Et en fait, dans ses relations aux femmes, il s'exprimait une problématique douloureuse et très masochiste. Au fil du travail thérapeutique, des hospitalisations, ce monsieur avait expliqué comment il n'avait jamais osé se confronter à la vraie problématique, une problématique narcissique signifiante, c'est-à-dire que il n'osait pas se confronter à sa douleur, la douleur qu'il avait vécue à l'endroit de sa maman. Donc plus il était dans une position masochiste aux femmes parce que quelque chose de son enfance n'avait pas été réglé. Il n'avait pas osé critiquer sa maman de toute son histoire, de peur que ça casse le lien. Et c'est quand il a commencé à oser critiquer sa maman, oser critiquer les moments difficiles qu'ils avaient vécus ensemble, qu'il a pu prendre conscience à quel point il n'avait jamais osé s'affirmer auprès des femmes. Et que, en ayant peur de s'affirmer auprès des femmes, il utilisait l'alcool comme anxiolytique pour se libérer de ses peurs et pour ne pas y avoir à être exposé et à aller travailler. Et c'était très intéressant parce que dans cette prise en charge, je me rappelle qu'à chaque fois, puisque lui-même était médecin, et on travaillait le paradoxe comme quoi, à chaque rechute ponctuelle, puisqu'il savait les analyser, à chaque rechute ponctuelle, en amont, il y avait eu un avancement. Un avancement dans sa dynamique d'affirmation. Comme il y avait eu un avancement, il y avait eu résistance au changement, même si c'était un changement positif. Résistance au changement positif, tension interne plus signifiante. Tension interne plus signifiante, anxiété profonde. Anxiété profonde, anxiolytique utilisé, addiction plus importante. Voilà, la boucle était bouclée. C'est-à-dire que à chaque consommation excessive, il faut repérer si en amont, il n'y a pas eu un avancement important par rapport à la problématique vécue. À chaque fois qu'il commençait à s'affirmer auprès des femmes, il y avait quelque temps après une rechute. Rechute qu'il pouvait analyser. Donc, il ne restait pas dans cette rechute. Il l'analysait en se disant, bah oui, j'ai avancé dans mon affirmation juste avant. J'étais très anxieux, j'ai rebu sur le moment. Je l'ai pris comme anxiolytique, mais je suis remonté en selle le lendemain. Parce qu'il a compris que cette rechute était liée au fait qu'il a avancé dans son travail d'intégration psychique de sa problématique. Que si la personne n'en a pas conscience, elle reste dans sa culpabilité, elle boit pendant des jours et des jours, et c'est la culpabilité qui entretient la problématique. Dans toute problématique d'addiction, finalement, la logique du processus naturel, c'est que la personne, elle va avancer par palier. À chaque fois qu'elle va avancer dans sa problématique psychique, paradoxalement, il y aura des rechutes ponctuelles. Mais c'est le fait qu'elle sache que ces rechutes ponctuelles sont logiques parce qu'elle a bien travaillé avant et qu'elle ne va pas se culpabiliser d'avoir bien travaillé avant, qu'elle ait dû prendre cette anxiolytique sur le moment, anxiolytique privilégiée. Donc, pour cette personne, elle va se dire, oui, je remonte en selle à chaque fois. Et c'est à force de petites rechutes avec remonter en selle le lendemain, parce qu'elle a compris que cette rechute avait servi d'anxiolytique par rapport au grand avancement juste avant, que la problématique se dénoue. Dans toute problématique d'addiction que j'ai rencontrée, la personne s'est sortie définitivement de l'addiction, c'est comme ça que ça s'est passé. Jamais dans des avancements linéaires. C'est parce qu'à chaque rechute qu'elle a faite ponctuelle, elle a compris que c'était un temps qu'elle devait s'accorder de détente par rapport au gros avancement qu'elle avait fait juste auparavant d'une problématique psychique profonde. Voilà, c'est ça qui est très important. Et ce monsieur, à chaque fois qu'il s'affirmait auprès des femmes, il y avait des petites rechutes qu'il maîtrisait de plus en plus parce qu'il avait de plus en plus conscience de comment c'était un outil dont il se servait pour avancer. Finalement, on le comprend pour les anxiolytiques ou pour les traitements médicamenteux. On va jamais culpabiliser un patient à chaque fois que dans ses élaborations psychiques il avance, qu'il a des angoisses, il prend un anxiolytique. Et on dit toujours que c'est comme quelqu'un qui apprend à nager. La bouée, c'est le traitement médicamenteux. Apprendre à nager, c'est le travail introspectif. À chaque travail introspectif, le traitement médicamenteux aide à dépasser des angoisses pour continuer d'élaborer les peurs liées à une problématique qui se dénoue. Donc, encore une fois, les traitements médicamenteux sont des addictions. On accepte plus de se servir des traitements dans la logique des traitements médicamenteux dans la logique d'avancement
des problématiques psychiques, mais on n'accepte pas certaines autres addictions, comme l'alcool ou d'autres drogues. Donc ça, c'est pas l'idéal, mais on ne peut pas demander à un consultant d'utiliser l'addiction en une journée, de comprendre en une journée ce que son addiction veut révéler de sa problématique intérieure. C'est pas possible. Ça serait bien, mais on peut pas. Donc même s'il y a un effet nocif de l'addiction sur le corps de la personne, on ne peut pas freiner le processus, le temps qu'il faut au patient pour comprendre ce que son symptôme veut dire. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant de préciser comment dans les problématiques d'addiction, encore une fois, le symptôme révèle ce qui se joue de souffrance de la personne, et qu'il faut apprendre à nos consultants surtout à repérer ce que leur addiction veut leur dire de ce qui leur manque dans leur vie. Et surtout leur apprendre à ne pas culpabiliser quand ils se servent de l'addiction comme anxiolytique à un moment où ils ont bien avancé dans leur travail psychique. C'est logique qu'ils utilisent leur addiction en tant qu'anxiolytique. C'est leur façon privilégiée de se détendre à ce moment-là. On ne peut pas leur demander de prendre un bon bain chaud. Là, ils prennent de façon privilégiée cette addiction spécifique. Voilà, donc je pense que c'est encore une fois une façon d'approcher les addictions de manière non provocatrice. Il faut vous dire que quand je suis avec mes consultants, que je leur dis remercier le symptôme, c'est tout un travail pour les aider à comprendre, mais ils le comprennent, parce que tout a du sens et tout est là pour nous le prouver. Ils comprennent que leurs addictions qui les contraint, qui met en danger leur intégrité physique, et paradoxalement leur ami qui les aide à avancer. Combien de personnes m'ont dit en fin de prise en charge, mais si vous savez, Madame Gardinier, comme quoi mon addiction m'a sauvé la vie. Si je n'avais pas eu l'alcool dans ma vie, si je n'avais pas eu le joint dans ma vie à ce moment-là, je serais mort. C'est ce qui m'a permis de tenir pour élaborer mon problème au fil des mois, au fil des années. Et ça, les consultants savent le dire quand on ne les culpabilise pas. Savent dire, mais vous savez, si j'avais pas eu l'alcool à ce moment-là dans ma vie, si je n'avais pas eu le joint à ce moment-là dans ma vie, si je n'avais pas eu l'anorexie dans ma vie à ce moment-là, la boulimie, mais je me serais mis en l'air, je me serais foutu en l'air. Vous voyez, ça c'est important de voir comment, même si c'est pas l'idéal l'addiction vient dans la vie de certaines personnes, vraiment, même dans toute la vie des personnes, comme fonction tamponnante. Ces addictions sont là pour aider la personne à trouver ses solutions et à pouvoir calmer le jeu des angoisses et des tensions internes sur le moment, même si c'est pas l'idéal. Encore une fois. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous parlerai de la prochaine fois des symptômes qui sont toujours liés à un problème d'attribution des responsabilités dans un système. Donc, on y reviendra la fois prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.